Alors merci à tous d'être là. Alors prenez bien des photos parce que ce que vous voyez là aujourd'hui est un peu historique. Vous avez donc une intersyndicale des médecins libéraux avec les syndicats représentatifs, les jeunes médecins et puis des coordinations qui se sont tous réunis pour vous parler aujourd'hui. Moi, je suis Philippe Cuc, je suis chirurgien vasculaire, coprésident d'Avenir SP Le Bloc. Et mes petits camarades ont décidé que c'était moi qui gérais la conférence de presse. Je vous précise que vous nous connaissez tous, vous connaissez parfois nos différences, mais aujourd'hui, on est tous là pour vous parler d'une situation qui nous paraît extrêmement grave. Et donc, la conférence de presse va se dérouler. On a 10 petites diapos à vous présenter. La conférence de presse est en Zoom pour la presse quotidienne régionale. Ensuite, pour la gestion des questions, je suis chargé d'essayer de répondre à des questions, je dirais, généralistes, parce qu'on n'est pas là pour faire la négociation conventionnelle avec vous, et on n'est pas là pour répondre à des questions trop techniques. On est là pour vous alerter de la situation qui nous paraît gravissime pour la médecine libérale. Alors, tout le monde se connaît, mais il vaut mieux se présenter encore une fois. Et par ordre alphabétique, vous avez devant vous Patrick Gasser. On commence par ce côté, c'est par ordre alphabétique, qui est le coprésident d'Avenir SP Le Bloc. Ensuite, Franck de Vulder, qui est président de la CSMF. Patricia Lefébure, qui est présidente de la FMF, Agnès Gianotti, qui est présidente de MG France, Sophie Bauer, qui est présidente du SML, Jérôme Marty, qui est président de l'UFML syndicat, et ensuite les plus jeunes, c'est-à-dire notre avenir, la Nymphe, des étudiants en médecine avec Jérémy Darenne, l'ISNAR IMG avec Théophile Denise, l'ISNI, les internes, Léo Delbos, qui est le secrétaire général, jeune médecin avec Emmanuel Loeb, médecin pour demain avec Mélanie Erika Henry, et Réagir avec Raphaël Dachicourt. Et donc là, vous avez l'ensemble des représentants aujourd'hui de la médecine libérale ou de la future médecine libérale avec les jeunes. Alors, c'est un contexte historique et les 2 premières diapositives, c'est pour vous rappeler où nous en sommes. Vous le savez, chacun de nous, depuis des années, a dénoncé une crise sanitaire qui devenait chronique et profonde. Cette crise sanitaire, elle est bien sûr due à une crise démographique, médicale et paramédicale, et nous avons une pensée aujourd'hui pour toutes les équipes soignantes, en particulier les infirmières et les aides-soignantes que nous côtoyons tous les jours. Et tout cela, cette crise est venue depuis de longues années à cause d'un sous-investissement dans la médecine libérale. Et on arrive aujourd'hui à une situation dramatique où il y a une perte d'attractivité pour beaucoup de jeunes médecins qui ne s'installent plus en médecine libérale parce que les conditions sont devenues trop difficiles. Cette crise, qui est ancienne, a été profondément encore plus déstabilisée par la crise sanitaire que nous venons de vivre depuis 2020. Et ça a augmenté aujourd'hui l'attractivité de notre secteur. Et vous le savez, les problèmes croissants d'accès à des soins de qualité. Et là, le constat, nous le faisons tous de façon diverse, mais le consensus est là, la responsabilité est politique. Le contexte historique, c'est aussi de savoir que nous avions signé une convention en 2016. La convention médicale, c'est la relation entre l'assurance maladie et les médecins. Elle devait s'arrêter en 2021. Première anomalie, elle a été prolongée jusqu'en 2023. Donc on considère que le contrat a été malmené. Et depuis 2023, février 2023, où l'échec des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie a conduit à un règlement minimal arbitral. Dans ce contexte, nous sommes soumis, comme vous toutes et tous, à une inflation. Nous sommes sur des chiffres d'inflation qui peuvent être discutés, mais
Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par l'INSEE. Plus 5,2% en 2022, plus 6,4% en 2023 et une prévision de plus 3% en 2024. Et tout ça avec un retard tarifaire pour notre secteur que nous appelons tous irresponsable, parce que laisser des tarifs bloqués alors que tout ça s'envole est irresponsable et déconnecté de nos exigences de qualité et de sécurité que nous devons aux patients. Et à côté de ça, en secteur public, qui est aussi en grande difficulté malgré un soutien massif par l'État. Ça, c'était un peu l'historique. Et maintenant, il y a la conjoncture actuelle. Alors, l'échec des négociations, je vous l'ai dit, c'était en février 2023. On a aujourd'hui un nouveau ministre. On a aujourd'hui une intersyndicale. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, notez bien cet aspect historique, parce que les syndicats représentatifs n'ont pas toujours été tous d'accord. Mais là, vous les avez tous en face de vous, dans un mouvement qui est important, capital pour l'accès aux soins et pour la population. La crise est historique. On ne va pas le redire, mais prenez compte de cet élément parce que c'est essentiel. Alors, octobre, c'est un mois important parce qu'il y a le PLFSS. Et vous savez que les chiffres annoncés de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, autour de 3,2%, est largement insuffisant pour faire face à tous ces défis. Et puis, bizarrement, le choix des pouvoirs publics en 2023, on l'a vécu lors des négociations conventionnelles avec la loi RIST, qui a été votée en mai 2023, et puis une autre loi, la loi Valtou, qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui doit être examinée par le Sénat en octobre, fin octobre. Tout ça a rendu nos relations avec l'assurance maladie et les pouvoirs publics difficiles, puisque vous imaginez une négociation conventionnelle où on passe quand même du temps à travailler sur des solutions à trouver, et à côté, une Assemblée nationale qui vote des textes qui vont impacter l'exercice médical. Et puis des dépenses publiques que vous connaissez. J'ai toujours peur des chiffres, et des valses des milliards, et puis la fin du quoi qu'il en coûte après la crise sanitaire. Donc tout ça est une conjoncture très particulière qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors il y a deux points qui nous préoccupent aujourd'hui. La loi Valtou, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est une loi de suradministration, une loi écrite par des bureaucrates. Et la bureaucratie, vous savez, quand on fait du soin tous les jours, ça nous fait peur. Sa rédaction actuelle est très contraignante. On suradministre. On crée les comités territoriaux de santé, où la représentation des médecins va être extrêmement faible. On oblige les gens à faire partie d'une CPTS. La PDSES est obligatoire et rendue obligatoire et surtout dans un seul sens, c'est-à-dire faire abstraction du rôle des médecins libéraux dans la permanence de soins et quasiment les envoyer à l'hôpital public pour résoudre les problèmes de l'hôpital public. Au lieu de proposer une loi de contrainte, nous avons fait des propositions pour proposer une loi de soutien à la médecine libérale. Et quand on dit une loi de soutien à la médecine libérale, c'est une loi de soutien à l'accès aux soins pour tous les patients, quels qu'ils soient, et sur tout le territoire. Cette loi, elle va être examinée au Sénat le 24, 25, 26 octobre. Le deuxième point, c'est la convention médicale. Alors la convention médicale, vous savez, c'est un engagement, un contrat qu'on signe pour 5 ans. Et vous imaginez, 5 années, c'est long, mais c'est aussi important pour avoir une vision sur le déroulement de notre système de santé. Cette convention, elle doit donner de l'attractivité pour les jeunes médecins. C'est essentiel. Elle doit prendre en compte le sous-investissement, un sous-investissement chronique depuis de longues années, et redonner du souffle à l'exercice libéral. Et quand on donne du souffle à l'exercice libéral, on donne du souffle à l'accès aux soins. Et elle doit regarder tous les aspects.
le financement de la PDSA, le financement de la permanence de soins en établissement de soins, la réforme de la nomenclature qui est prévue. Juste pour que vous compreniez, la classification commune des actes médicaux, CCM, ça date de 2005. Et depuis 2005, c'est-à-dire presque 20 ans, il n'y a rien eu. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait, nous sommes tous là pour vous dire que la médecine libérale, ce n'est pas le problème, mais c'est la solution. C'est la seule solution pour avoir un accès aux soins équitable, de qualité, pour tous les patients, sans aucune différence, et sur tout le territoire. Alors nous prenons nos responsabilités. Ça a été très difficile, vous savez, de tous se réunir, d'être là, mais la situation est tellement grave que nous prenons nos responsabilités. Personne n'est pris par surprise. Notre mouvement d'arrêt d'activité a été prévu depuis plusieurs mois. Les alertes ont été multiples et variées. Chacun d'entre nous, chacun des formations alerte depuis des années. Je reprenais dans la littérature des communiqués. Déjà en 1995, on annonçait ces crises démographiques, ces crises d'accès aux soins, etc. Donc vous voyez que personne n'est pris au dépourvu. Tous les pouvoirs publics sont prévenus depuis plusieurs mois. Le ministère, la CNAM, les ARS, la Fédération de l'hospitalisation privée. Et la date du vendredi 13 octobre est annoncée depuis plusieurs mois, avant l'été. Nous ne pouvons plus laisser se dégrader notre secteur. C'est un problème pour nous capital. C'est un problème d'exercice et de responsabilité vis-à-vis des patients. Alors je vous le rappelle, parce que les choses sont très claires pour nous. Il y a deux grandes revendications. La première, c'est qu'il faut réouvrir de façon urgente les négociations conventionnelles avec la Caisse d'assurance maladie et les organismes complémentaires. Et la deuxième partie de la phrase, elle est capitale, parce que ouvrir les négociations conventionnelles, on l'a fait en début d'année. Mais il faut les moyens suffisants pour soutenir la médecine libérale et pour soutenir l'accès aux soins. La deuxième grande revendication, qui est consensuelle pour nous, c'est la modification de la loi Valletoux. Il faut transformer ce texte de bureaucrate, ce texte de contrainte, en un texte de soutien à la médecine libérale et à l'accès aux soins. Alors, vous savez, nous, ce n'est pas dans notre ADN, parce que notre ADN, c'est quand même de prendre en charge les patients, quels qu'ils soient. On est très différents, on a des exercices très différents, des spécialités très différentes, des territoires de santé très différents, mais on est tous d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester comme ça. Et donc, à partir du vendredi 13 octobre, la médecine libérale va s'arrêter. Elle va s'arrêter pour essayer de donner un signal extrêmement fort au pouvoir public. Ce n'est pas de gaieté de cœur, parce que notre formation, notre métier, c'est de prendre en charge tous les jours les patients, jour et nuit. Ce mouvement, il commence à partir du vendredi 13 octobre. Indiscutablement, c'est un vendredi noir. Et il sera reconductible, parce que nous avons peur que les pouvoirs publics hésitent à réagir. Toutes les activités de consultation, toutes les activités d'actes techniques sont déprogrammées. Toutes les urgences seront transférées à l'hôpital public. La PDSA et la PDSES seront arrêtées. La continuité des soins aux patients hospitalisés sera bien sûr assurée. Voilà.